Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 de C'est marqué dans les BPF. Alors aujourd'hui, épisode exceptionnel car je suis entouré d'une team d'élite. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast, Arnaud, le grand vizir de la case à cocher, l'ayatollah de la mise en page, le président du dossier de l'eau. Arnaud, comment ça va aujourd'hui, Arnaud ? Ça va. Je suis un ayatollah, c'est ça ? Un ayatollah de la mise en page. De la mise en page. Essayez de présenter n'importe quel document Arnaud, il vous trouvera des erreurs de mise en page, c'est sûr. Pour nous accompagner aujourd'hui, Romain, qui était déjà venu dans des précédents épisodes mais qui n'a pas dit grand-chose. Je suis toujours là pour pas dire grand-chose. Y a pas de souci. Voilà, c'était sa seule intervention pour cet épisode. Et exceptionnellement, non, en fait, non, pas exceptionnellement du tout. Du coup, qui va devenir habituellement Mélanie, qui nous a rejoint notre équipe d'élite de lecteurs, notre équipe d'équipe de lecteurs, et qui va aujourd'hui nous lire le texte elle-même. Mélanie, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. On fera certainement un épisode de Good Manufacturing Podcast où tu te présenteras un peu plus longtemps, parce que là, du coup, on n'a que 15 minutes et là, on a déjà dépensé 2 minutes à faire de la merde en nous saluant tous les uns les autres. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, je te propose, Mélanie, de commencer là où on en était resté la dernière fois et de lancer le podcast. Donc, on était au 1,5, c'est ça ? Non, un 9. Non, un 9. Oh là là. Un 9. On a raté des épisodes, Mélanie. Oui, j'avoue. Un 9. Contrôle de la qualité. Donc, j'attaque. Le contrôle de la qualité fait partie des bonnes pratiques de fabrication. Il concerne l'échantillonnage, les spécifications et le contrôle, ainsi que les procédures d'organisation, de documentation et de libération qui garantissent que les analyses nécessaires et appropriées sont réellement effectuées et que les matières premières, les articles de conditionnement et les produits ne sont pas libérés pour l'utilisation, pour la vente ou l'approvisionnement sans que leur qualité n'ait été jugée satisfaisante. Ah, ce qui est intéressant avec cet article, du coup, c'est que justement, on parle pas du contrôle qualité en tant que service d'analyse comme on peut s'imaginer en lisant contrôle qualité, mais en tant que pratique, du coup, de contrôle de la qualité où qu'elle soit, quoi. Ça. Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, alors c'est un point de détail, mais c'est quand ils disent les procédures d'organisation. On est bien sur la notion d'organisation, quoi. Comment on s'organise pour faire ce contrôle qualité ? Et encore une fois, pas le service d'analyse, le contrôle de la qualité. Oui. Fait par tout le monde qui contrôle de la qualité. Et oui, et puis c'est pour ça qu'ils parlent de libération aussi, parce que c'est pas forcément le contrôle de la qualité, le contrôle qualité qui fait la libération. Donc, les exigences fondamentales du contrôle de la qualité sont les suivantes. Petit 1. Des installations adéquates, du personnel formé et des procédures autorisées sont disponibles pour l'échantillonnage, le contrôle et l'analyse des matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires, vrac et finis. Et le cas échéant pour la surveillance des paramètres environnementaux en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication. Très bien. C'est clair. Précis. Rien à dire. Point 2. Des échantillons de matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires vrac et finis sont prélevés selon les méthodes approuvées et par du personnel autorisé. Ah, du coup, là, faut faire gaffe à habiliter son personnel. Enfin, du coup, il faut une formation, en tout cas, de prélèvement bien spécifique, quoi. Oui, et puis il faut aussi un suivi du personnel autorisé. Qui est autorisé ? Point 3. Les méthodes de contrôle sont validées. Ouais, du coup. Encore heureux. Ouais, mais attends, ça sert à quoi ? Du coup, ça sert à que le contrôle
qu'on va effectuer est reproductible. Donc ça implique plein de choses. Et du coup, entre autres, la validation du procédé de contrôle, ça implique la qualification des équipements. C'est-à-dire que chaque équipement fonctionne correctement. Enfin, on a vérifié par des procédures écrites que chaque équipement fonctionnait correctement et qu'ensemble, ils arrivent à faire un contrôle reproductible. Et ça, c'est fou parce que là, il n'y a que 6 mots, mais derrière, il y a un espèce de machin de l'enfer à mettre en place. C'est un bout et en même temps, derrière. tellement, enfin, c'est clair, c'est énorme, quoi. Bah, ils ont écrit une annexe entière, l'annexe 15 dessus, quoi. Ouais. Point 4. Des relevés sont établis manuellement et ou par des appareils d'enregistrement prouvant que les procédures requises pour l'échantillonnage, le contrôle et l'analyse sont effectivement appliquées. Toutes les déviations sont enregistrées de façon détaillée et examinées. C'est pas facile à appréhender, celui-là, je trouve. Ouais. Des relevés sont établis manuellement, pour prouvant. Alors du coup, un relevé manuel, est-ce que ça prouve vraiment qu'on a bien suivi la procédure requise ? Ouais, mais à défaut d'un truc automatique, il faut bien le faire d'une certaine façon, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais parce que ça aussi, c'est un défaut là qu'on a maintenant avec toute cette automatisation de tout, c'est que tout le monde veut absolument des moyens automatiques, mais enfin après ça complique tout, parce que les trucs automatiques, il faut les valider, il faut les, enfin putain. Mais si tu pousses le bouchon, un relevé manuel ne prouve qu'une personne a écrit dans le document, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est un peu comme les dossiers de l'eau, quoi. Il faut essayer de les structurer pour éviter d'avoir trop de relevés manuels, mais vraiment ceux qui sont vraiment nécessaires, quoi. Ouais. Point 5. Les produits finis contiennent des principes actifs pharmaceutiques conformes à la formule qualitative et quantitative de l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation d'essais cliniques. Ils ont la pureté requise, sont contenus dans l'emballage correct et sont correctement étiquetés. Ce point-là, je le trouve énorme, moi, parce que du coup, ça s'adresse à une chier de personnes. Donc, tu as tous les contrôles à réception de la logistique, où là, ils vont regarder un peu l'emballage, le truc, ils vont dépoussiérer tout le bazar. Tu as le contrôle, l'analyse du produit à réception, l'analyse du produit fini. Et après, tu as l'étiquetage du truc, quoi, qui concerne absolument tous les services, donc ou même du sécu à la prod, où chacun de tes contenants, il doit être identifié au minimum avec ton numéro de lot, ta date de péremption, ton identification et ton statut, quoi. C'est intéressant parce que déjà la dernière fois on s'était arrêté sur ce point d'étiquetage où tu disais que c'était un des premiers scandales pharmaceutiques et effectivement ça va être intéressant aussi de revoir à la lecture des BPF si à chaque fois dans chaque paragraphe il est bien remis ou alors pourquoi le mettre là et pas partout ou alors pourquoi pas faire un truc spécifique dessus, quoi. Ouais, étiquetage et puis du coup tu simplifies par l'étiquetage. Ouais. Point 6. Des relevés sont établis à partir de l'examen des résultats et des contrôles des matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires, vrac et finis, en vue d'être comparés aux spécifications. L'évaluation du produit comporte un examen et une revue des documents de fabrication appropriés, ainsi qu'une évaluation concernant les déviations par rapport aux procédures définies. Ouais. Du coup, moi, alors bon, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais une déviation, c'est forcément un écart par rapport à une procédure ? Là, c'est tel qu'ils le définissent. Moi, j'ai envie de te dire oui. Mais si ta procédure déviation te dit que tu dois la clôturer en 30 jours, t'ouvres une déviation quand elle a dépassé les 30 jours ? Ouais, non, mais du coup, forcément un écart par rapport à une procédure, mais du coup, c'est pas obligé de faire une déviation à chaque fois que t'as un écart avec une procédure. Ah, ça se trouve, je suis en train de me parjurer. Après, là, il parle d'évaluation des déviations. C'est juste que si tu as quelque chose qui déroge à ta procédure, faut que tu l'évalues. Faut pas forcément que tu ouvres un document dans ton système informatisé ou AQ pour dire j'ai eu une déviation, il faut que je l'évalue. Moi, je le comprends ça comme ça. Hein. Il y a des choses que tu peux continuer à évaluer au niveau de tes données brutes ou de tes enregistrements. C'est juste. Ouais, c'est juste. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'ils écrivent les déviations à ce moment-là ? Tu vois, ça commence à générer de la confusion entre déviation, incident, tout est une déviation ou pas. Enfin bref, ouais, non, après, bon, c'est intéressant, quoi. C'est comme le terme criticité, on va le voir. En fait, c'est un terme générique, quoi. Ou critique. Ouais. La critique, c'est un truc qui sort. Enfin ouais, le terme critique, je trouve, il est utilisé à tort et à travers pour rien, quoi. Point 7. Aucun lot de produit n'est libéré pour la vente ou la distribution avant qu'une personne qualifiée n'ait certifié qu'il répond aux exigences des autorisations appropriées, conformément à l'annexe 16.
Il y a un truc énorme avec l'annexe 16, c'est vous savez de quand il date ? Non. Il date du 15 avril 2016. Ah ouais. Et du coup, je me demande le pourcentage de sites en France qui ont mis à jour leur système qualité pour aller répondre à toutes les entrées de l'annexe 16, qui en portent un petit peu quand même, hein, et notamment une partie sur les déviations, hein, qui ont essayé de voir un peu les forces et faiblesses de leur système qualité versus l'annexe 16, qui date justement que de 2016. Et tous les systèmes qualité ont été construits avant ça, quoi. Clairement. Enfin, pas tous. La majorité. Oui. Et du coup, quand je dis 2016, c'est il n'y a pas longtemps, c'est parce que du coup, j'ai regardé aussi l'annexe 17, qui est juste après, la libération paramétrique. Ça date de 2018 et il est marqué comme new. Point 8. Des échantillons de référence des matières premières et des produits sont conservés en quantité suffisante, conformément à l'annexe 19, pour permettre un contrôle ultérieur si nécessaire. Des échantillons de produits finis sont conservés dans leur conditionnement final. C'est bien précis, hein. Ouais, mais ça, c'est important. Et du coup, dans le conditionnement final, c'est justement pour évaluer la stabilité exactement comme chez le patient, quoi. Pas forcément. Allez, vas-y. Leur conditionnement final aussi, c'est pour voir une étui, une notice, qu'est-ce que tu as imprimé comme mention, et pour pouvoir retrouver l'intégrité de ton produit, c'est en cas de réclamation, et vérifier comment tu as conditionné ton produit. Ça, c'est marrant. C'est vrai que j'avais jamais pensé effectivement à la conservation de la notice et des mentions. Parce que ouais, c'est vrai qu'on voit ça tout le temps avec ces espèces de vieux tickets pourris d'impression thermique là, qui s'effacent. C'est vrai qu'ils s'effacent tout seul au bout d'un an, tu sais. Bah oui. Et du coup, les gars, et ça, c'est un truc de ouf. Les gens donc ils impriment des tickets en impression thermique. Ils font des photocopies des tickets en impression thermique. J'allais le dire. Et après, ils mettent ça comme données brutes parce qu'ils savent que le truc de données brutes, ça s'efface tout seul, quoi. Mais franchement, les fabricants de machins, là, cette solution, merde. Et le pire, c'est que du coup, pour le coup, j'en ai vu un récemment, mais dans le dossier de l'eau, t'as le ticket qui va s'effacer, t'as la photocopie à côté, mais finalement, au bout de, je sais pas, un an, en fait, t'as un ticket blanc et une photocopie, quoi. Ouais, mais c'est l'historique, hein, voilà, c'est tout. Ouais. Et bon, alors, ça fait maintenant à peu près 13 minutes, donc je pense que c'est une bonne durée d'épisode. Avant de passer à la suite, on va du coup conclure cet épisode pour revenir très vite pour un nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. À bientôt. Allez, tout le monde. ciao. À bientôt. Salut.